À part si vous avez vécu dans une grotte ces 2 dernières années, vous savez que la semaine prochaine débarque l'un des films les plus attendus de ces derniers mois, The Batman. Et pour l'occasion donc, j'ai décidé de revenir sur la série de films Batman la plus célèbre, la trilogie de Christopher Nolan. J'aurais pu parler de ceux de Burton, mais je me garde ça dans la manche pour 2023. J'aurais pu parler de ceux de Schumacher, ça aurait été marrant, mais pour l'instant je tiens à préserver ma santé mentale. J'aurais pu parler de celui de Ben Affleck, mais j'ai déjà subi Suicide Squad, et j'avais pas vraiment envie de me relancer dans ce monde-là. Ou bien j'aurais pu parler de celui d'Adam West, mais je l'ai pas vu. Je vais pas en parler aujourd'hui parce que l'horreur viendra sans doute, et je voulais surtout aborder la trilogie pour ce qu'elle est, pas revenir sur toute l'histoire de Batman ou sur la filmo de Nolan. Avant de débuter, je vous ferai pas l'affront de vous rappeler qui est Batman, tout le monde sait que c'est un personnage rendu célèbre par The Lego Movie, qui aime avoir les tétons apparents, ni qui est Christopher Nolan, le fameux producteur de Transcendance, et un homme qui aime faire exploser des avions. Donc, comme le dit si bien un gars dont on parlera dans 2 semaines, Let's not stand on ceremony here. Et attaquons directement le film, parce que bon, 2h20 le truc quand même. Après un logo formé par des chauves-souris, on retrouve un jeune Bruce Wayne qui vole un truc à une pote, sous prétexte que c'est son jardin, avant de tomber dans un puits plein de chauves-souris. Perso, j'appelle ça le karma. On dit souvent qui fait le malin tombe dans le ravin, mais on oublie trop souvent que qui vole ses amis tombe dans un puits. Je crois. Il se réveille des années plus tard dans une prison, quelque part en Asie, où il va joyeusement se taper avec 6 autres prisonniers, avant d'être mis en isolement pour le bien de tout le monde mais surtout la sécurité des autres. Le gars a pas encore reçu une seule minute d'entraînement à l'écran, qu'il défonce déjà tout un groupe. Pas mal. Enfin, je dis ça parce qu'à la fin, on voit que tout le monde est par terre et que lui va bien, parce que le montage nous aide pas beaucoup à comprendre qui frappe qui. Mais on en reparlera. Envoyé en cellule, il y rencontre Liam Neeson, qui connaît son nom, lui dit qu'il sera libéré demain et que s'il veut arriver à ses fins, Ra's al Ghul peut l'aider. Qu'il n'a qu'à amener une fleur bien précise au sommet de la montagne. Le gamer en moi reconnaît bien une mission secondaire quand il en voit une, et se dit que c'est pas une bonne idée, et qu'une fois qu'il aura eu sa fleur, il enverra Bruce chercher plein d'autres trucs pour lui. Mais il le fait quand même, et arrive complètement gelé et à moitié mort, dans une sorte de temple ninja en haut de la montagne. Histoire de bien l'accueillir, il se fait tabasser, et son entraînement peut commencer. Entre coups de bâton, techniques de dissimulation et combat d'épée sur lac gelé, Ducard, Liam Neeson donc, enchaînera les phrases percutantes pour que Bruce apprenne à se connaître et à maîtriser sa peur. Ah oui, à propos de ce lac gelé, tous ces plans ont dû être tournés très vite parce que la glace était vraiment en train de fondre, et craquait parfois dangereusement. Parce que oui, c'était un vrai lac gelé, en Islande. Vous commencez à connaître le bonhomme, Nolan, dès qu'il peut faire un truc en vrai, il hésite pas. Et c'était déjà le cas ici, où les CGI n'ont été utilisés qu'en dernier recours. Petit rappel, son prochain film sera sur l'inventeur de la bombe atomique. Perso, ça me rassure pas des masses. Cette séquence nous permet aussi d'entrer dans la tête de Bruce, découvrant son passé avec les suites de sa chute, mais aussi la mort de ses parents. Mais en vrai, tout le monde chante les louanges de Thomas Wayne, mais c'est quand même le gars qui emmène son fils, traumatisé par des chauves-souris, à un opéra avec des chauves-souris. C'était couru d'avance que le gamin allait paniquer. Donc soit Papa Wayne était débile, soit il était sadique. Your parents' death was not your fault. It was your father's. Ah, il a pas de tort. Dans un autre flashback, on apprend qu'il avait prévu de venger ses parents lorsque Chill, leur tueur, a été libéré pour avoir donné des informations à la police. Malheureusement, ou heureusement pour lui, une femme envoyée par Falcone, le parrain de la PEC de Gotham, fait le boulot à sa place. Il se prend aussi 2 baffes de Cathy Holmes, une humiliation qui le poussera à quitter le pays pendant 7 ans. Quelle humiliation! Après qu'il ait appris à dompter sa peur, Ducard lui propose d'intégrer la Ligue des Ombres, mais avant ça il doit prouver sa loyauté, en tuant un paysan qui a lui-même assassiné son voisin. Parce que pour la Ligue des Ombres, la justice c'est un peu la loi du talion. Sauf que Bruce, même si c'était ce qu'il voulait faire à Chill, il croit pas trop au truc œil pour œil, dent pour dent. Du coup, il fait tout cramer, mais comme il a quand même une conscience, il sauve Ducard, ou plutôt sa doublure cascade, avant de rentrer chez lui. À Gotham, on rencontre l'un des antagonistes du film, l'épouvantail Jonathan Crane, incarné par un Cillian Murphy, qui a dû se contenter de ce rôle de méchant plutôt secondaire, alors qu'il avait auditionné pour le rôle de Batman. Mais c'est Cillian Murphy, alors, même si c'est pas pour le rôle principal, on est toujours content de le voir. Crane est un psychologue qui semble s'être spécialisé dans la défense des criminels dangereux, les envoyant à l'asile plutôt qu'en prison, comme ici avec Victor Zsasz, un autre vilain assez connu de l'univers de la chauve-souris, qui n'aura absolument aucun rôle à jouer dans cette trilogie. On apprend directement après dans un dialogue plein d'exposition que c'est le 3e homme de main de Falcone qui échappe à la prison grâce à lui, et un peu plus tard dans une autre scène d'exposition qu'il y a un accord entre les 2 hommes,
mais surtout que Crane bosse en fait pour quelqu'un d'autre, ce qui semble faire flipper Falcone. On se demande vraiment qui ça peut être. Pendant ce temps, Bruce explore le puits dans lequel il est tombé enfant, et découvre ce qui deviendra la Batcave, vraie structure sous le manoir qui servait de passage à ses ancêtres pour faire s'enfuir les esclaves de Gotham, durant la guerre de sécession. Idée doublement intelligente puisqu'elle permet à la fois d'expliquer pourquoi il y a tant d'espace sous la résidence Wayne, et de comprendre que sa famille tente, depuis des générations déjà, de faire ce qui est juste. Dans le rayon des heureuses coïncidences, le département scientifique de Wayne Enterprise, mené par Lucius Fox, incarné par Morgan Freeman, regorge de gadgets intéressants pour celui qui deviendra Batman. Tous des prototypes jamais mis en production parce que trop cher. Ouais, c'est un peu facile, mais je préfère ça plutôt que d'apprendre que Bruce construit tout seul dans une grotte. On est à 53 minutes de film et enfin, il enfile ce qui deviendra, à terme, son costume de chevalier noir. Et la première chose qu'il fait, c'est pas aller tabasser des dealers dans des ruelles, mais c'est aller voir Jim Gordon, flic désabusé, au courant de toute la corruption, mais conscient qu'il ne servira à rien de lutter, quand la ville est pourrie de l'intérieur. C'est aussi le gars qui, il y a quelques années, a répété à Bruce que tout allait bien se passer, la nuit de la mort de ses parents. Pour être sûr qu'il ne se retourne pas, il le menace à l'aide d'une agrafeuse, pourquoi pas, et prend des infos sur Falcone. You're just one man. Now we're two. Le premier pas vers une Gotham plus sûre vient d'être fait. Grâce à ces infos, Batman peut enfin entrer en jeu, dans une scène qui invoque, du propre aveu de Nolan, l'alien de Ridley Scott, dans la mesure où on est du point de vue des victimes, et que la créature qui les chope un par un n'est jamais clairement à l'image. Puis il y a le combat au corps à corps, où je comprends ce que veut faire le film, puisque la frénésie des coups et du montage rappelle l'attaque des chauves-souris, et en vrai, ça aurait pu être super efficace, si toutes les scènes de baston n'étaient pas aussi lisibles. J'avais souvent lu que le gros point faible de Nolan c'était l'action. Dans ce film, c'est plutôt flagrant. Mais malgré tout, si on oublie ces défauts-là, c'est un passage assez cool, avec quelques moments devenus cultes. Where are you? Here. I'm Batman. Et les prémices du Bat-Signal. Falcone y est arrêté, et ça conclut le deuxième acte du film. Troisième acte est donc nouvelle menace mise en avant, l'épouvantail, qui est quand même plus cool dans Peaky Blinders, nous fait enfin découvrir son masque. Pas forcément effrayant de base, mais après avoir inhalé un certain gaz, c'est beaucoup moins fun. Un gaz qui décuple la peur, j'ai déjà vu ça quelque part. Nouveau petit tour chez Gordon, et si les gens là regardent par la fenêtre, ils vont se poser des questions, et une nouvelle expédition punitive, cette fois-ci avec le collègue corrompu, qui était quand même plus cool dans Sons of Anarchy, qui peut même pas manger ses falafels tranquille. Son interrogatoire le mène dans les bidonvilles de Gotham, où les gens sont totalement abrutis puisqu'ils font sécher leur linge sous la pluie, et où Batman tombe sur un gamin qui était quand même plus cool dans Game of... Ah non. Non, là ça marche pas. Kill him. Kill him now. Mais non, on sait bien que Batman ne tue pas, enfin ça c'est la version officielle. Sur place, il trouve les petits lapins en peluche dans lesquels est cachée la drogue de la peur, mais, holy coïncidence Batman, c'est justement le moment où Crane arrive. Il lui envoie le gaz flippette et lui fout le feu. Il arrive à s'enfuir et finit sur un toit appelant Alfred à l'aide. Alors je veux bien qu'Alfred soit très dévoué. Mais il a fait comment pour venir le chercher? Après ça, il se passe pas mal de trucs en peu de temps. Bruce se remet doucement des effets du poison grâce à Fox. Rachel vient lui apporter un cadeau d'anniversaire. Fox se fait virer par Rutger Hauer, qui dirige Wayne Enterprise. Et Rachel fouille un peu trop dans les affaires de Crane, ce qui lui vaut de devenir une damoiselle en détresse, se prenant elle aussi une bouffée de gaz pas vraiment hilarant. Heureusement, Bruce l'a suivi. Et la sauve, échappant au SWAT et à la police, grâce à l'aide de Gordon et de plein de chauves-souris, ce qui est plutôt badass. Mais détruisant la moitié des routes de Gotham sur son passage, parce que j'imagine que quand on aime, on ne compte pas. Non mais sérieux, là, tu pouvais pas passer à côté? Il y a la place. Une scène qui nous permet surtout de voir la nouvelle Batmobile en action, qui ne sera d'ailleurs jamais appelée Batmobile, mais Tumbler, encore une fois réellement construite pour l'occasion, mélange de Lamborghini, avion furtif et Hummer, capable de taper des pointes à 160 km/h, et dont la plupart des cascades ont été faites réellement. Ouais, même ce saut pour entrer dans la Batcave. Tu m'étonnes qu'à la fin du tournage, plusieurs personnes, dont le pilote et Christian Bale, ont demandé à la garder. Toujours sur place, Gordon apprend que le produit est versé dans les conduits de Gotham depuis des semaines, et que toute l'eau est empoisonnée, mais que les gens ne peuvent ressentir les effets que s'il est inhalé, sous forme de gaz. Donc j'imagine que personne à Gotham ne fait bouillir de l'eau pour faire des pâtes. Non mais d'accord, hein. Et là, plein de petites choses qu'on a appris durant le film commencent à avoir du sens. On a appris dans une scène au milieu de tout
qu'une arme capable de vaporiser toute l'eau d'une ville a été volée, elle sera retrouvée par le patron de Rachel dans le port de la ville, ce qui lui vaudra 2 balles dans le dos. C'est aussi à cause de cette machine, labellisée Wayne, que Lucius Fox sera viré. Vous l'aurez compris, le boss de Crane, Ra's al Ghul, s'apprête à mettre son plan à exécution, en vaporisant toute l'eau de Gotham, rendant tout le monde cinglé jusqu'à ce que leur cerveau finisse par les lâcher, ou qu'ils s'entretuent. Il y avait sûrement plus pratique à un Raz. En parlant de Ra's al Ghul, le voilà qui s'invite à l'anniversaire de Bruce. Et non seulement il est pas mort, mais surtout, c'était pas Ken Watanabe, mais Liam Neeson, qui devient le méchant principal maintenant que l'épouvantail a été écarté. Il est là pour finir ce que la Ligue des Ombres a commencé il y a des années, en lisant Gotham dans la crise économique. Leur but, en gros, c'est de tout purger et de recommencer à zéro, pour bâtir une meilleure ville et éradiquer le crime. Mais comme il trouve ça un brin extrême, Bruce fait partir tout le monde, comme un connard. Please, leave me in peace. Stop smiling, it's not a joke, please leave. Et ça commence à se taper. 10 secondes parce qu'il finit écrasé par une poutre. Et Raz le laisse, comme il l'a laissé, abandonné, dans sa maison en flammes. Sauf qu'il t'a sauvé quand même. C'est pas exactement pareil. Heureusement, Alfred revient sauver les meubles, défonçant des ninjas avec un club de golf. Balèze, papy. Et là, c'est le bordel. Tous les détenus d'Arkham s'échappent, Ra's al Ghul vaporise les bidonvilles, et Geoffrey Baratheon est de retour, se prenant un énorme stop de la part de ce gars, ce qui sera toujours marrant. Tout le monde s'en prend à tout le monde, l'épouvantail se balade sur un cheval, mais se fait rapidement frire la gueule, et s'en va en criant comme une gamine. Ok. C'est l'heure de l'affrontement final, dans le métro bâti par son père, que Ra's al Ghul veut utiliser pour arriver au centre de Gotham, pour vaporiser toute la ville. Batman débarque, pif paf pouf, c'est toujours pas très joli, Gordon conduit le tumbler et détruit les piliers du métro. Batman s'envole, Liam Neeson accepte sa mort comme un Jedi, et les gentils ont gagné. Tellement gagné que même Rutger Hauer est viré de Wayne Enterprise, et que c'est Lucius Fox qui reprend sa place, permettant une réplique facile mais méritée. Didn't you get the memo? Bruce débute la reconstruction du manoir, Rachel lui fait un bisou pour finalement lui dire que ce sera pas possible, ce qui est quand même culotté quand on sait combien de fois il a sauvé la vie en quelques jours, et enfin Gordon nous tease le prochain méchant. Et c'est fini. C'était long. Et c'est le plus court des 3. Cela dit, si j'ai du temps à détailler le film, c'est parce qu'il y a très peu de choses inutiles à l'intérieur. Alors bien sûr, c'est pas un film parfait, il y a quelques incohérences, comme au niveau des effets de la toxine, trop changeants. Et surtout, dès que ça devient nerveux, le montage fait n'importe quoi. Ce qui est surtout dommage pour les acteurs et les chorégraphes. Bale faisant la plupart du temps ses scènes de baston lui-même, utilisant un art martial assez rare, le Casey. Ce qui est impossible de voir dans le produit final. Après l'avoir analysé presque scène par scène, je trouve que c'est un film assez remarquable à bien des aspects en fait. Mais je vais essayer de faire court et de me concentrer sur les points qui n'apparaissent que dans Batman Begins, puisqu'on aura l'occasion de parler du reste dans les 2 autres vidéos. Comme la plupart des acteurs par exemple, qui reviendront presque tous dans The Dark Knight ou dans Rises. Sauf Katie Holmes, qui préférera tourner Mad Money plutôt que la suite de Batman. La suite ne dit pas vraiment si c'est son choix ou celui de Tom Cruise, son mari de l'époque. En attendant, sa carrière s'est quand même bien cassé la gueule, depuis. Et en même temps, on peut parler d'énorme casting pour ce film, mais il serait plus juste de parler d'énorme casting, plus Katie Holmes, pas au niveau des autres, qui a tendance à en faire des tonnes, et des notes souvent. Du côté des bonnes performances, il y a par contre Liam Neeson, dont le rôle est double, puisqu'il est d'abord Ducard, avant de se révéler comme Ra's al Ghul. Pourtant, son interprétation et ses motivations ne changent jamais. Ce n'est pas une grande révélation en mode « Ha ha ha, je t'ai bien eu, en fait c'est moi le méchant !» Non, c'est plutôt les réactions de Bruce par rapport à sa vision de la justice qui nous font changer d'opinion sur celui qui, au début, semble être un mentor sage, à la Qui-Gon Jinn dans Star Wars. Ce qui est intéressant de noter dans ce film, c'est son thème. Chacun des 3 Batman de Nolan aura un thème bien défini, souvent ancré dans son méchant. Et ici, au cas où ça n'aurait pas été assez évident, c'est la peur. Celle que Bruce Wayne a des chauves-souris, celle qui lui fait quitter l'opéra, celle que son père lui dit de ne pas avoir lorsqu'il prononce ses derniers mots, celle que Bruce devra combattre et maîtriser, celle que Batman renverra à ses ennemis, et bien sûr, celle induite par la toxine, utilisée par Ra's al Ghul et Crane. Il était dès lors logique d'utiliser l'épouvantail comme méchant. Logique, oui, mais pas vraiment indispensable. Il est un peu survolé, pas très bien utilisé, et la fin de son arc, lorsqu'il est tasé par Rachel, est pas loin d'être ridicule. Cela dit, c'est quand même le seul antagoniste qui sera présent tout au long de la trilogie, même si ses autres apparitions sont anecdotiques.
J'en avais déjà touché un mot plus tôt, mais la dévotion de Christopher Nolan aux faits main, au réel, est géniale. Dès que c'était possible, c'était fait pour de vrai, soit à grandeur nature comme la Batcave, les bidonvilles ou la région montagneuse du début, soit en miniature comme certains plans du Tumblr ou la destruction du métro aérien. Et y a pas à dire, dans cette recherche du réalisme, première motivation de Nolan sur cette trilogie, le fait d'avoir la majorité des plans tournés en studio ou en extérieur avec le moins de fond vert possible, ça joue un rôle énorme et c'est ce qui manque aujourd'hui à pas mal de productions du genre. Batman Begins est un bon film, une excellente origin story qui vaut pour moi 15 sur 20. Mais vous le savez, le meilleur est à venir. Ciao!